Moi, je trouve qu'en fait, en vrai, on n'arrive pas à révolutionner notre secteur. On a perdu l'esprit de Notre-Dame. T'as un peu l'impression que ça va être facile. Et en fait, ça l'est vraiment pas. Ça a été complexe, ça a été long, ça a duré 2 ans et demi, et ça a coûté plus de 90 000 € à l'entreprise pour une inaptitude professionnelle. On s'impose des règles. Tu vois, on est des champions de la règle. Il y en a un, il dit, mais moi, pourquoi je suis partie de mon pays d'après vous? Bah oui, parce qu'il l'a vécu. Tu crois que ça les amuse de partir à 15 ou 16 ans de leur pays? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build. Build, c'est le podcast de ceux qui progressent, qui construisent des projets, qui construisent des entreprises et qui travaillent aussi dans le monde de la construction. Aujourd'hui, en fait, je voulais m'intéresser au monde des TPE et des PME qui sont les plus importants dans notre pays et puis parler de sujets qui sont pour moi très importants, c'est-à-dire comment on est positif vis-à-vis de la planète, comment on essaie d'inclure des gens de la diversité dans nos entreprises. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça aujourd'hui? Et pour le faire, je me suis dit que j'allais recevoir Catherine Garniou. Catherine, bonjour. Eh bien, bonjour Xavier, très bonne idée, merci à toi. On entend en fait beaucoup parler aujourd'hui en fait, de RSE, du fait qu'il faut qu'on ait une approche qui soit positive vis-à-vis de la planète, etc. Il y a beaucoup d'injonctions pour les entreprises, encore plus pour les entreprises de la construction. Et toi, tu cochais un peu toutes les cases pour répondre à toutes les questions que je me pose sur le sujet. C'est tu es la présidente de La Fenêtrière, une entreprise qui est implantée localement, qui fabrique des produits, qui essaye de garantir de la qualité française, etc. Une entreprise que tu as repris dans les années 2000 et donc que tu as développée. Tu as plein de mandats, on va en parler, mais tu es vice-présidente de la Fédération française du bâtiment, la FFB, en charge de tous les sujets justement RSE et écologiques. Tu es aussi vice-présidente de la CPME. La CPME, c'est l'organisme qui regroupe les TPE et les PME, ça, on peut dire ça comme ça? Ouais, même des ETI d'ailleurs. Et des ETI, C'est 350 000 entreprises okay. Et un peu plus de 5 millions de salariés. Ça va être hyper intéressant de discuter avec toi aussi de l'engagement que tu as dans ces différents mandats que tu portes. J'ai plein de questions à te poser autour de ça. Et puis, les sujets RSE, tu es un peu madame RSE des PME et des TPE et aussi de la FFB. Je me trompe quand je dis ça? Oui, non, tu te trompes pas. Effectivement, alors je suis pas que la madame parce qu'il y a quand même toute une équipe aussi avec moi et d'ailleurs on a été 7 entrepreneurs à avoir lancé un très bel outil à la FFB qui s'appelle Bâtisseur Responsable. Okay. Et en fait, pour la petite histoire, on a même lancé le slogan « On a tous en nous quelque chose de RSE ». Okay. En fait, Johnny Hallyday venait de mourir. Et donc, c'était le petit clin d'œil de « on a tous en nous quelque chose de Tennessee », nous, c'était « on a tous en nous quelque chose de RSE ». Et c'est vrai, en fait, regarde, nous, les PME, les entreprises patrimoniales, toi, maintenant, t'es devenue une belle ETI, mais tu restes patrimoniale. Eh bien, en fait, on est sur l'ancrage territorial, on travaille beaucoup avec nos équipes, on a des valeurs, justement, de partage, de la valeur, ensuite, localement, on a un acteur du territoire. Et donc, en fait, on fait tous de la RSE sans le savoir. Et je crois que c'est même, j'ai envie de dire, on est loin du greenwashing parce qu'une PME, tout de suite, eh bien, on va voir l'action qu'elle met en place. Alors, attends, ce que tu racontes, c'est super intéressant sur le fait qu'en fait, on fait tous de la RSE sans le savoir. Parce qu'en fait, moi, quand j'en parle autour de moi et que je parle de ces sujets-là, en fait, tout le monde me dit, en gros... c'est du bullshit, c'est du greenwashing. On nous impose des règles qu'on n'impose pas à nos concurrents européens qui viennent aussi sur nos chantiers travailler, etc. Pas avec les mêmes règles, pas avec la même façon de faire les choses. Et pour le coup, c'est intéressant que tu me parles de ça. Je me suis dit, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, est-ce que je vais voir quelqu'un qui a baissé les bras? Parce que en fait... c'est dur aujourd'hui d'être une entreprise et d'essayer de défendre ces combats-là. Est-ce que vraiment on va y arriver? Ou est-ce que je vais voir la Catherine, parce que on peut faire un petit disclaimer, on se connaît un petit peu tous les deux, on se croise régulièrement. Je me suis dit, est-ce que je vais voir une Catherine combattante ou une Catherine un peu lucide et de se dire, en fait, ce combat-là, en fait, on va peut-être le perdre par rapport au monde dans lequel on vit, tu vois. On a quelqu'un avec une mèche jaune, là, qui nous fait peur, qui, lui, pour le coup, en fait, que ça soit d'aller fractionner le sol pour le gaz de schiste ou nous imposer des règles complètement improbables, sortir des accords sur le climat, etc. Je me suis dit, en fait, c'est dur ce monde-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi je trouve qu'effectivement, quand j'entends le matin ce qui nous a sorti pendant la nuit, forcément j'ai une réaction qui est souvent vive.
Mais au contraire, je pense qu'il faut rien lâcher. Nos engagements, ils sont vrais, ils sont justes. T'as entendu parler des limites planétaires. Nous, quand même, on prend de la ressource pour nos bâtiments, pour notre construction. Et donc, il faut savoir justement utiliser cette ressource, bien l'utiliser, savoir aussi la recycler. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de continuer ce combat parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir toujours faire mieux, mais avec moins. Et donc, tu vois, Ouais. je termine juste ta question initiale. Oui, c'est difficile. Oui, je suis lucide. Mais en même temps, c'est ce qui fait la différenciation aujourd'hui. Oui, il y a des soucis, effectivement, de compétitivité. Alors, quand on me dit, ah bah ouais, mais forcément, toi, t'es pas concerné. Enfin, le domaine de la menuiserie, je peux vous assurer que les problèmes de compétitivité, moi, ça fait plus de 12 ans que je les vis, hein, concrètement, avec des importations massives des pays de l'Est. Je pense qu'on en reparlera, mais vraiment, enfin, je veux dire, mon secteur, il est hyper impacté. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on arrive à continuer, c'est justement par notre différenciation. Et justement, par aussi nos engagements. Et le côté, c'est bullshit, c'est hyper facile. Oui, parce que tu as des entreprises, effectivement, c'est du bullshit. Oui, c'est du bullshit quand tu compenses avec une plantation d'arbres qui va se faire en Amazonie et qui va absolument pas correspondre à la terre de la fertilité qui correspond à l'essence que tu es en train de planter. Oui, ça, c'est du bullshit. Mais nous, les entreprises, quand tu travailles sur le territoire, on part pas sur des idées farfelues comme ça. On est sur des choses qui sont concrètes. T'accompagnes une équipe de foot, des jeunes. Tiens, moi, l'autre fois, avec un club à Champigny, on a aidé des jeunes, des enfants qui sont dans une classe d'aveugles. On a aidé, tu vois, vraiment à leur acheter des tablettes justement pour les accompagner dans leur quotidien. Bah ça, je suis désolée, mais enfin quelqu'un qui vient me voir et qui me dit c'est du bullshit, mais il a qu'à aller voir cette classe d'enfants aveugles. Enfin, c'est du concret, quoi. Ouais, je comprends. Je pense que j'ai déjà à peu près 50 questions à te poser juste là-dessus. Mais je voulais qu'on démarre par un autre sujet, si tu veux bien. En tout cas, Catherine, c'est de parler de ton parcours parce que tu as un parcours qui est incroyable avec la fenêtrière aussi. Donc, tu reprends cette boîte qui a été montée par tes parents, c'est ça, Ouais. en 2005. Et là, pour le coup, c'est un parcours entrepreneurial où t'étais pas dédié à devenir chef d'entreprise. En tout cas, c'était pas ça ta mission première. Non, effectivement. Dans un secteur que tu connaissais pas. Comment ça s'est passé la transmission avec tes parents? Ça, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois, de comprendre comment on reprend une entreprise comme ça. Puis, on entend souvent parler, tu sais, des reprises d'entreprises qui ont parfois une taille beaucoup plus importante, etc. Par contre, en fait, des artisans, reprendre une entreprise artisanale, c'est très différent. Dans une entreprise artisanale, il faut tout faire. Il faut d'ailleurs que le dirigeant, en fait, c'est le chef d'orchestre. Hein. C'est celui qui va aussi bien être le directeur comptable, que le directeur financier, que le directeur commercial, que le directeur de production pour toi, etc., logistique. Et donc, en fait, le dirigeant, il doit être en mesure de pouvoir tout faire. Quelque part, ça oblige en plus à être vachement plus 360 qu'une entreprise, parfois, où on a juste besoin d'être le dirigeant qui apporte la vision et qui construit une équipe autour de lui pour mettre en place son plan d'action. Tu vois. Donc, quand on reprend une entreprise comme ça, artisanale, ton défi, ça a été quoi ? Le défi, il a été multiple. Alors déjà, j'ai toujours baigné dans le monde de l'entreprise. Mes parents, c'était une reconversion de carrière en 1984. Et précédemment, ils étaient déjà dans le monde de l'entreprise. Donc, si tu veux, moi, c'était pas le côté entrepreneur. Bon, je vivais dans ce milieu. Ensuite, j'ai une formation, j'ai une double compétence. J'ai fait des études scientifiques et ensuite des études commerciales. C'est vrai que quand tu sors d'école de commerce, t'es assez, on va dire, gonflé un peu à bloc et t'as pas forcément peur de reprendre une entreprise. Et c'est chose dans laquelle je m'étais lancée dès 99. Et c'est intéressant justement ta question, comment on reprend une PME? Eh ben c'est pas simple. Et une PME familiale, c'est encore moins simple. Parce qu'à la fois, tu as les fondateurs qui vont céder, et même si c'est leur enfant, c'est pas si facile que ça de céder. Parce que tu passes aussi dans une nouvelle étape de ta vie. Donc, il y a aussi toute une approche psychologique. Et quand tu reprends, tu as un peu l'impression que ça va être facile. Et en fait, ça ne l'est vraiment pas.
Parce que, certes, tu es la fille d'eux, mais c'est aussi très désagréable en permanence qu'on te fasse une comparaison avec t'es la fille d'eux. C'est encore plus vrai quand t'es une femme ou pas? Oh, écoute, je suis pas certaine. J'ai vu d'autres jeunes en même temps qui reprenaient aussi des entreprises familiales et on leur disait à peu près la même chose. Et je pense que ça continue. Non, je suis pas certaine de ça. Mais la difficulté, c'est de te faire accepter parce qu'en fait, c'est pas d'être la fille d'eux. C'est surtout d'avoir les compétences. Justement, en fait, souvent, je prenais l'image du train. C'est un train qui est déjà en marche. Hein. Enfin, je veux dire, ils t'attendent pas, en fait. Hein. L'équipe, elle fonctionne. À l'époque, il y avait une dizaine de collaborateurs. L'équipe, elle fonctionne, elle marche. Donc, il faut déjà t'intégrer au sein de l'équipe. Et puis après, voir comment tu vas pouvoir aussi faire évoluer en fonction aussi du monde qui t'entoure. Parce qu'il y a l'intérieur de l'entreprise, mais il y a aussi tout ce qui est autour de l'entreprise. Et moi, ce qui m'a été quand même très structurant, et ça, c'était mon père quand j'y repris en 2005. Donc, il y a eu une période entre 99 et 2005. Tu travailles avec lui? Comment ça se passe? Ouais, j'ai travaillé avec eux, les deux. Ouais, parce que j'avais papa et ta maman. Exactement. J'ai fait j'étais pas issue du bâtiment, donc j'ai appris sur le terrain. Et en même temps, j'ai fait une formation en thermique et en acoustique du bâtiment au conservatoire des arts et métiers, là, à Rambuteau. Enfin, non, à Réaumur. Et ensuite, je suis partie. Je suis partie de l'entreprise parce qu'en fait, ça se passait pas si bien que ça. Ça se passait pas si bien que ça avec tes parents? Ouais, c'était difficile. Ouais, c'était difficile parce que je ne trouvais pas ma place. Je pense qu'en fait, j'étais absolument pas assez mature pour prendre la suite. Et en même temps, eux, ils n'étaient pas non plus prêts finalement à céder. Parce que il y avait une injonction à ce que tu reprennes. En fait, je sais pas comment ça se passait, mais dans vos dîners de famille le soir, ils se disaient en fait, Catherine, en fait, tu vas reprendre la suite. C'était quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était plutôt moi en sortie d'école de commerce où je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de reprendre l'entreprise familiale. Mais c'était un doux rêve, enfin. C'est toi qui l'a amené sur la table, le sujet. D'accord, ok. Ils étaient absolument pas prêts à ce que. Et en fait, comme j'ai quand même un petit peu d'années, j'ai 39. Enfin, mon père a 39 ans de plus que moi. Et donc, était arrivé son âge de retraite, donc il se disait, bah oui, après tout, pourquoi pas. Mais ça n'a pas été si évident que ça. Et il a fallu que je fasse cette rupture, que j'aille ailleurs, que je me confronte à un autre environnement. C'est un environnement aussi du bâtiment. Pour ensuite me dire, mais attends, tu as une chance incroyable de reprendre une PME. Parce que comme tu le dis, c'est qu'en fait, tu fais tout. Tu fais tout à la fois. C'est quoi les premières choses que tu fais de changement quand vraiment tu prends le volant de cette entreprise? La fenêtrière, d'ailleurs, on peut en dire deux mots pour démarrer. Qu'est-ce que c'est la fenêtrière? Alors moi, j'ai noté des choses. C'est aujourd'hui 15 salariés, je crois que c'est ça, environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et une entreprise qui fabrique des menuiseries, c'est ça, implantée en Ile-de-France. Oui. Française, avec des matériaux dans lesquels il y a une vraie volonté d'origine France garantie, voilà. C'est ça, aujourd'hui, la fenêtrière. Qu'est-ce que toi, tu fais t'apportes comme changement quand tu arrives en te disant, ça y est, maintenant j'ai le volant, il y a des choses qu'il faut que je change? C'est quoi? Alors, le changement, tu ne l'opères pas de suite. Il s'est fait progressivement. Alors, comme je te disais, il y a eu cette GPEC qui a permis de structurer la partie compétences et comment on fait évoluer les collaborateurs. Et je pense que c'est là où a été vraiment le tournant du mode de management de l'équipe. C'était plutôt quelque chose de descendant où, en fait, les collaborateurs étaient plutôt des exécutants et ils étaient plutôt des spectateurs. Ça, au moment où il y a tes parents, c'est ça? Exactement. En gros, il y a un patron qui lui dit, écoute, toi, tu vas faire ça, t'assembles et t'assembles. Voilà. Exactement. Et puis toi, une fois que c'est assemblé, tu vas peindre et tu vas mettre sur la palette. C'est ça? Exactement. Et moi, pour le coup, j'étais seule. Et je me suis dit, mon projet, c'est pas du tout ça. Moi, je veux mettre les collaborateurs vraiment au cœur de l'action et au cœur de l'entreprise. Et je ne voulais plus qu'ils soient des spectateurs, mais j'ai voulu qu'ils deviennent des acteurs. Et là, ça change complètement la donne, parce que tu n'es plus du tout sur le même paradigme. Tu es en train de transformer.
où en fait, chaque collaborateur, vraiment, ça donne beaucoup plus de sens au travail. Et c'est lui qui, en fait, est à l'initiative de ce qu'il fait. C'est vraiment différent dans le mode de management. Et ça, je pense que ça a été très structurant. Et la GPEC l'a structuré. En parallèle de ça, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la sécurité. Et à l'époque, on parlait beaucoup de pénibilité. Et moi, je me disais, c'est pas possible. On peut pas rentrer dans un métier si déjà on sait qu'il est pénible. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur la prévention. D'ailleurs, c'était un des combats de la fédération du bâtiment à l'époque. Et voilà, moi, je me suis dit, il faut travailler sur la prévention. Et là, nous, on a quand même un organe qui est super, qui est l'OPP-BTP. Pour la GPEC, il y a aussi un organe qui est super, c'est l'OPCO bâtiment, qui est Constructis. Donc vraiment, en plus, dans le bâtiment, tu vois, on a de la chance parce qu'on est très structuré d'avoir ces organismes, en fait, qui viennent nous accompagner, qui ont vraiment les compétences, qui ont l'expertise. Et en fait, en étant, comme tu le disais tout à l'heure, entrepreneur et d'une PME, t'as pas les compétences pour tout. Toi non plus, tu les as pas pour tout. Et du coup, c'est bien d'avoir aussi des tiers qui arrivent dans l'entreprise, qui font des diagnostics et qui en déterminent en fait les actions. Donc au départ, tu disais que toi, ton papa te dit en fait, va à la FFB, donc Fédération Française du Bâtiment. On mettra les sigles de tout et les liens dans le descriptif de l'épisode. D'ailleurs, j'en profite et je fais un peu quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vais vous le demander au début de l'épisode. Si vous voulez nous aider, on a besoin de vous. Avec Julien, on en parle très régulièrement. Vous êtes nombreux à regarder les épisodes. Vous n'êtes pas assez nombreux à mettre un like et à partager l'épisode aux personnes à qui ça pourrait intéresser. Et pas assez aussi à vous abonner. Donc, s'il vous plaît, il y a le petit bandeau qui s'affiche ici. Mettez un pouce, partagez l'épisode et pensez à vous abonner. Catherine, sur les sujets dont tu viens de parler, là, de la FFB et du bâtiment, c'est ton papa qui te dit que, en fait, c'est important que tu y ailles. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu as plein d'outils que tu vas pouvoir utiliser dans ta boîte et que tu n'es pas toute seule. Tu as besoin de soutien. C'est pour ça que tu y vas. Pour quelle raison, en fait? Qu'est-ce que tu trouves d'ailleurs là-bas? Parce qu'il dit vas-y, il y a la lettre de présentation. Mais on voit bien d'ailleurs, moi qui fais partie du conseil des professions, on se rend bien compte que c'est parfois difficile d'animer en tout cas un secteur, les entreprises qui adhèrent à la fédération, etc., leur expliquer effectivement tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. Toi, tu arrives facilement à trouver tout de suite les gens avec qui parler. Ça te fait pas peur déjà. Et puis, tu es acceptée tout de suite en tant que femme. Comment ça se passe? Oui, alors, tiens le sujet et on va rentrer en plein dedans. Il y a des groupes femmes au sein des fédérations. Et j'ai été accueillie par le groupe des femmes dirigeantes de la FFB. Et j'étais la petite jeune qui débarquait. Et en fait, elles m'ont donné énormément de conseils. Et c'est là aussi où, tu vois, c'était drôle parce que souvent les réactions de mes parents, c'était oh là là, tu fais rentrer le loup dans la bergerie. Moi, ça me faisait pas peur de faire rentrer la cramif, des personnes extérieures pour justement venir nous aider. Et tout ça, en fait, j'avais eu des présentations justement à la fédération, avec le groupe femmes, on invitait énormément en fait d'acteurs du bâtiment. Et du coup, à chaque fois, je me disais, oh là là, mais ça va, mais ça c'est bien ça pour l'entreprise. Et en fait, c'était porteur d'idées ça me nourrissait régulièrement. Donc c'est vrai que ça me prenait du temps parce que je devais y aller, mais en même temps, ce temps, je le mettais au bénéfice de l'entreprise. Et aujourd'hui, on fonctionne toujours comme ça. On est toujours en train de se challenger et en train d'ouvrir justement vers un futur souhaitable, mais surtout avec des techniques, par exemple comme le lean management, le lean construction. Nous, on est sur du lean atelier pour justement être plus efficace, plus performant et surtout plus robuste dans notre métier. Tu te dis pas à un moment donné, en fait, dans quoi je me suis lancé? Là, je suis dans un secteur, le BTP, qui est compliqué, dans lequel il y a beaucoup de réglementations, etc. Dans une PME, c'est difficile aussi une PME. Il n'y a pas un moment donné où tu te dis, tu vois, c'est difficile, ou alors d'entrée de jeu, tu y crois et tu sais que ça va marcher? Alors, j'ai toujours été... Alors déjà, je suis une nature positive, donc je pense que ça aide. J'ai toujours cru, mais j'ai aussi eu de grosses galères. C'est quoi les galères que tu as rencontrées
Ah ben déjà, on a eu importation massive des pays de l'Est il y a à peu près 12-13 ans, maintenant presque 14 ans. Et typiquement, on a dû arrêter l'unité de production aluminium. On n'était absolument plus compétitif et les chantiers ne passaient plus. Donc, c'est quand même des licenciements économiques. De 14, on est tombé à 7. D'accord. Hein, donc, quand j'entends oh, les patrons, ils en ont rien à foutre de licencier. Bah, moi, non, ça, je peux pas l'entendre. Parfois, tu rentres chez toi, tu en chiales. Quand tu vois des collaborateurs qui disent mais où est-ce que je vais aller? Enfin, ça prend aux tripes, hein, des licenciements, hein, des licenciements économiques. Parce que quand même, ça veut dire aussi que si tu en arrives là, c'est que tu as une perte financière. Donc, tu as la perte financière. Il faut faire des crédits. En tout cas, il faut faire appel aux banques pour justement t'accompagner dans cette période. Tu sais très bien que ta cotation bancaire, elle chute. Ça veut dire que derrière, tes fournisseurs, les lignes de crédit, c'est plus du tout les mêmes. Tu as des collaborateurs à licencier, donc il faut les accompagner, et ce qui est tout à fait normal, mais c'est un coût aussi, le licenciement économique. Donc, c'est des périodes où vraiment, tu rentres le soir chez toi, tu passes de très, très mauvaises nuits. Enfin, c'est même des nuits blanches, en fait. Hein. Et là, tu vis, toi, de plein fouet, en fait. Mais oui. J'allais dire la mondialisation, mais en tout cas, l'européanisation, etc. En fait, l'ouverture des marchés. Ah, mais complètement, puisque d'ailleurs, ces entreprises qui se sont implantées en Pologne ou en Roumanie, à 90%, c'est financé par des fonds européens. Donc oui, bien sûr, c'est l'ouverture des frontières, le passage sans problème des biens. Eh bien, nous, on l'a vécu il y a 12-13 ans. Pourquoi il y a un écart aussi important? Pourquoi il y a un désamour, déjà, des chefs d'entreprise aujourd'hui en France, toi qui aujourd'hui les représentes avec les CPME, et pourquoi, en fait, il y a un désamour, en fait, de notre secteur, en tout cas d'un des secteurs du BTP? Qu'est-ce qui fait... Toi, tu cumules les deux, hein. Chef d'entreprise, BTP, globalement. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Comment on fait pour que ça change? Sur le côté, on est des mal-aimés. C'est vrai qu'en plus, on est dans un secteur qui entraîne quand même beaucoup de consommation d'énergie, de matières premières. Un secteur qui n'est pas valorisé, je trouve, à sa hauteur parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on parle tout de suite déjà de pénibilité avant de parler des savoir-faire des métiers. C'est aussi des métiers d'art, c'est des métiers de technique, des métiers d'innovation, des métiers de technologie. Et en fait, on voit tout de suite le côté le maçon, le froid, la canicule, c'est sale, ça pollue, la poussière. Alors attention, hein, c'est pas que tout ça n'existe pas, mais je pense qu'on vit quand même beaucoup ce déficit d'image. Et donc, il faut réussir à justement à travailler sur ces valeurs-là, sur ces points de blocage et se dire, oui, ok, c'est vrai que ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et en plus, aujourd'hui, avec les techniques que l'on a, on peut remédier à tout ça. Tu sais, moi, je dis un truc, Catherine, par rapport à ça. Tu sais, je suis parti un peu avec mon drapeau pour défendre, en tout cas, les métiers manuels, les cols bleus, etc. Je pense que c'est important, en fait, qu'il y ait des rôles modèles, parce qu'on fait partie aussi d'un secteur où il y a des progressions incroyables. Hein. Moi, j'en suis l'exemple. Hein. J'étais ouvrier intérimaire. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que je suis le leader français, même le plus gros player européen de mes métiers. C'est-à-dire que c'est possible. Il y a cette logique de progression aussi dans nos métiers. Mais je me faisais la réflexion là récemment sur un plateau de télé où j'étais invité, de dire qu'en fait, on parle beaucoup des licornes françaises dans les startups, etc. Il y a une bulle un peu économique autour de ça. Ce qui est sûr, c'est que dans 20, dans 30 ou dans 50 ans, on aura toujours besoin de construire. On aura toujours besoin d'entretenir nos bâtiments. On aura toujours besoin d'énergie. En fait, on fera certainement nos métiers différemment. Mais on aura toujours besoin d'avoir des gens qui sont là pour pouvoir faire le job, le geste dans notre métier, dans ce qu'on fait, etc. Et donc, je trouve que c'est important d'expliquer ça parce que c'est aujourd'hui dans une recherche de sens parfois qu'on a, tu vois. Je vois les jeunes qui ont besoin d'avoir des métiers qui ont du sens, avec des choses avec lesquelles ça sert pour de vrai, etc. Puis on va y venir après sur la partie RSE. Moi, j'ai l'habitude de dire que nos métiers, en fait, ils sont là pour très, très, très longtemps. Ils étaient là il y a très longtemps et ils seront là encore pour très, très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a quand même un désamour, il faut le dire, qui est quand même important. Tu vois, moi, je discute avec mes enfants.
comme moi, ils m'ont vu sur les chantiers, ils n'ont pas cette logique-là, mais leurs amis, ils n'ont pas envie de faire ça comme métier, tu vois. Les jeunes, ils n'ont pas envie forcément de rentrer dans le monde du BTP. Et d'ailleurs, on le voit, heureusement qu'il y a la reconversion professionnelle. Tu disais tout à l'heure, en off, tu m'as dit que tes parents, c'était une reconversion professionnelle, de venir dans le métier de l'artisanat, etc. Aujourd'hui, je crois que c'est 50% des gens qui viennent au métier du bâtiment qui sont en reconversion professionnelle. C'est déjà un sujet qui est important, mais aussi ça veut dire une chose, ça veut dire que on a besoin d'avoir des mains, on a besoin d'avoir des gens qui apprennent nos métiers, etc. Et qu'en fait, ça soit pas un second choix, que ça soit un premier choix d'embrasser cette profession. Mais je voudrais revenir sur ce côté de désamour et de déficit d'image qu'on a. Comment on fait pour y remédier en vrai ? Pourquoi ça change pas ? Tu vois, je vois pas que je vois bien. En vrai, ce que tu veux Catherine, dire. je suis comme toi, je suis quelqu'un de très optimiste, tu vois, et puis franchement, je porte le Mais on drapeau. n'arrive pas trop à faire bouger les lignes. En vrai, je vois que ça bouge pas tant que ça, quoi. Non, je suis d'accord. Mais ça bouge pas tant que ça parce que un mot très juste, hein, on a des métiers qui ont du sens. Toi, tu interviens en plus sur, je vois ce beau livre sur les cordistes de Notre-Dame. Tu interviens en plus sur des monuments historiques. Et c'est vrai que tout ce que l'on construit aujourd'hui, on le retrouvera demain. L'habitat, enfin, je veux dire, ça fait partie. Tu vois, je suis bénévole au Resto du Cœur. Je suis souvent en face de SDF. Le logement, c'est précieux. Hein, le bâtiment, c'est quelque chose de précieux. Et c'est vrai, je pense qu'on ne prend pas assez cet angle-là. Et derrière, il y a aussi quand même toute une génération. Moi, j'entends beaucoup de clients professionnels du bâtiment qui me disent « Oh là là, je veux pas que mon enfant fasse ça. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Ah, c'est trop dur. » Je dis « Mais parce que ça va être plus facile de se retrouver dans un bureau à pas savoir ce qu'il va faire et à 35 ans, il fera un burn-out. » Est-ce que tu vois beaucoup de burn-out dans le monde du bâtiment ? Ben non. Moi, j'ai des amies qui sont dans le milieu médical. Elles font des burn-out régulièrement. C'est pas tout à fait logique quand même. Milieu de la santé. Hein. Donc, je pense qu'il y a déjà l'image, mais l'image aussi de ce que peuvent véhiculer les parents, déjà. Il y a aussi les profs. Regarde, quand tu réussis pas trop à l'école, c'est simple, hein. On t'oriente vers les CFA. Allez hop, il va aller prendre une filière. Là, il va aller dans le bâtiment. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, c'est du second choix. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à faire changer les choses ? Pourquoi ça bouge pas ? Tu vois, en vrai, c'est un combat qu'on peut mener, que tu mènes, je sais, hein, que tu es très engagé par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à faire changer les choses ? Tu penses que c'est parce que c'est les politiques qui font pas leur job ? Parce que nous, dans notre profession, dans les professions qu'on a, pour le coup, on fait pas suffisamment écho, tu vois, au parcours. C'est quoi les Ouais, il y a aussi les médias. Je pense que la communication, souvent dans le... Alors, Notre-Dame, justement, je trouve que ça a été une très, très belle vitrine. Très belle vitrine du bâtiment. Mais c'est une vitrine spécifique du bâtiment. Mais je pense que ça a été un très bel exemple par rapport... Ouais, mais regarde, au côté collectif, collaboratif. Je veux pas faire le gars qui se plaint tout le temps, tu vois. En plus, c'est pas ma dynamique, mais Notre-Dame, moi, j'y étais juste après l'incendie. On a participé à la sécurisation, à toute la phase de sécurisation, à la phase de reconstruction. On a encore des équipes sur place. On a perdu l'esprit de Notre-Dame. Aujourd'hui, en fait, les budgets concernant le patrimoine, on perd 200 millions d'euros sur le budget en fait de la culture et sur les monuments historiques là pour cette année, sur le budget. D'ailleurs. Moi, je suis aussi au GMH, tu sais, le groupement de restauration des monuments historiques français. Je représentais les membres associés pendant longtemps là-bas. J'ai eu un mandat aussi là-bas. Aujourd'hui, en fait, on a baissé les bras sur des sujets. Alors, il y a des problèmes économiques. Mais tu vois, je trouve qu'on n'y arrive pas. On est dans un secteur qui est en crise permanente. Oui, on ne fait pas assez rêver. On entend de partout que c'est en crise. En fait, on ne construit pas assez. On n'arrive pas à renouveler nos logements. En vrai... Enfin, tu vois, moi, quand je vais à la FFB, je trouve que vous portez tous les gens qui ont des mandats là-bas. C'est un exercice qui est difficile. Ouais. De dire, en fait, aujourd'hui, vous mettez des aides que vous n'arrivez pas à respecter. Le prêt à taux zéro, c'était une bataille sans nom. Ça a duré des mois et des mois. Et ma prime rénov avec certaines stops constants. Tu vois Moi, je trouve qu'en fait, en vrai, on n'arrive pas à révolutionner notre secteur. Tu vois, enfin, c'est ma vision. Et j'arrive pas à trouver quelle est la cause profonde de ça. Tu vois
Je trouve que c'est un métier qui est hyper noble. Je trouve que les métiers qui sont liés au bâtiment, en fait, globalement, moi, je trouve ça fantastique. Mais je trouve qu'il y a un truc. Non, mais il y a un déficit de notoriété. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on y travaille beaucoup, on y met beaucoup d'énergie. À travers, il y a énormément de collègues qui vont dans les collèges, parce que c'est ça, en fait, il faut donner aussi l'image des jeunes, en fait. Il faut aller à la rencontre, leur expliquer nos métiers. Ensuite, il faut aussi donner les moyens dans les CFA. Tu sais qu'il y a une lutte quand même pour avoir de l'argent, justement, pour faire vivre nos CFA. Former les apprentis. Donc, former les apprentis. Donc, tout ça, tu vois, c'est aussi un gros travail de fond qui est fait. Et c'est pas lié uniquement au bâtiment. C'est qu'aujourd'hui, on ne met pas quand même en France de la valeur sur le travail. Le travail est quelque chose de noble. Tu l'as dit toi-même. Tu es arrivé comme... technicien, ouvrier, cordiste. Et aujourd'hui, tu diriges une magnifique entreprise qui a une renommée française, européenne et je pense même maintenant internationale. Et donc, tu as cet ascenseur social. Mais cet ascenseur social, c'est aussi le fruit de ton travail. Et c'est quand même quelque chose de beau, le travail. Le travail, ce n'est pas simplement que quelque chose de négatif. Donc, il faut aussi donner cette valeur au travail. Et c'est vrai que peut-être qu'on ne rémunère pas assez nos collaborateurs. Mais en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder sur une fiche de paye. Et j'invite tout collaborateur salarié à regarder. Il y en a beaucoup qui le font. Mais entre ce que l'on touche au final et le coût employeur, tout ça, ce sont les charges. Et on est quand même le pays le plus chargé, je crois, de la zone Europe. Est-ce que sur notre secteur, il n'y a pas un sujet quand même, Catherine, où ces crises permanentes, elles ne sont pas liées au fait que notre secteur il soit subventionné à ce point-là par l'État? Parce qu'en vrai, on le voit bien, ça grippe tous les rouages. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'on a besoin d'avoir une transition écologique qui est forte. On va en parler, on va y venir maintenant. Mais si tu veux, on a besoin que nos bâtiments se transforment. On change, en tout cas, ça te concerne toi, directement les menuiseries, qu'on améliore effectivement leur étanchéité pour améliorer leur performance énergétique, etc. des bâtiments. C'est indispensable en vrai. Acoustique aussi. Acoustique aussi. C'est un sujet en plus. C'est dans le groupe que je dirige, on a une entreprise qui fait de l'acoustique, qui réduit effectivement la pollution des villes. C'est le deuxième sujet, le bruit dans les villes. C'est après la pollution atmosphérique, c'est la pollution acoustique. Bien sûr. Et c'est un vrai problème de société, en tout cas dans les grandes villes. Le sujet aussi, la qualité de l'air. Mais la qualité de l'air, effectivement, ça fait partie des sujets qui sont primordiaux. Mais tu vois, en fait, on a quand même un truc où tout ce qu'on doit faire aujourd'hui a besoin d'être subventionné. Tu parlais des fiches de paye. Globalement, en fait, on recrée un équilibre en donnant fictivement un peu de moyens pour pouvoir embaucher, des aides à l'embauche, des aides au bas salaire. En fait, on a une quantité d'aides pas possible parce que globalement, on a du mal à se défaire d'un secteur qui est subventionné en grande partie. Oui, c'est sûr. Je sais pas. D'ailleurs, regarde sur MaPrimeRénov'. Ouais. Tu bases ton modèle économique sur MaPrimeRénov'. On a plein de collègues qui grande difficulté. Et aujourd'hui qui sont en grande difficulté avec ces start and stop réguliers. Et puis surtout, sincèrement, pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov', c'est quand même limité. Et c'est très bien, c'est au très faible revenu. Mais sinon, les personnes, enfin une rénovation globale, ça a un coût. Et aujourd'hui, une rénovation globale avec les règles actuelles, ça fait la transition avec les sujets que je voudrais aborder tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a un niveau de réglementation pour nos entreprises et même pour les bâtiments énergétiques, alors, qui vont dans le bon sens, je pense, mais qui sont extrêmement contraignantes. Tu vois, moi, je te prends un exemple. Je prends souvent cet exemple-là. J'ai eu la chance d'acheter un petit appartement dans un quartier de Paris. Il venait d'être rénové complètement, etc. En fait, j'ai fait les notations énergétiques et je crois que je suis D. Ah, tu as fait ton DPE. Ouais. Parce que, en plus, pour m'assurer, ou je ne sais plus pour quelle raison, non, je crois que c'était pour compléter l'emprunt, on m'a demandé effectivement le DPE. Pour un logement qui était entièrement rénové, parce qu'effectivement, c'est sous les toits, et que pour le coup, en fait, je peux rien y faire, que c'est sous les toits, mais j'avais pas le bon cumulus qui venait de changer, il était tout neuf. Globalement, je me dis que moi, j'ai les moyens de pouvoir financer ça. Un peu, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Mais je me dis, en fait, les autres, ils font comment, en fait, pour financer ça? T'en as plein qui peuvent pas.
Mais du coup, on va se retrouver à un point de blocage, Catherine, non? Bien sûr, bien sûr. Les passoires thermiques, encore là, tu n'étais pas dans le cadre d'une passoire. Mais oui, je te rejoins complètement. C'est toutes les difficultés. C'est vrai que effectivement, il faut mettre une réglementation. Il faut bien entendu avoir une rénovation qui soit efficace. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tombé un petit peu quand même dans l'effet pervers à la fois de vouloir trop, de se retrouver dans une situation où finalement on fait moins. Où on fait Parce pas. qu'on est les seuls, en plus, quand on regarde vraiment. Oui. En Europe, en Europe, je veux dire, en fait, c'est super bien. Moi, je suis complètement d'accord pour être ceux qui montrent l'exemple. Tu vois, il n'y a pas de débat par rapport à ça, etc. On a les moyens, on fait partie du G7, on est une des plus grosses puissances mondiales, aucun problème. Et je veux dire, pour le coup, par rapport à tous nos autres voisins, on s'impose des règles. On est les champions. Tu vois, on est des champions de la règle. Et effectivement, trop de normes tue de normes. Comme je pense que trop de social tue le social. On est tombé, tu vois, dans un système aujourd'hui où en fait, on s'enlise dans notre propre confort. Voilà. Mais tu sais que j'entendais, là, il n'y a pas longtemps, en fait, pour chacun des problèmes de la vie, aujourd'hui, en France, l'État répond à une solution. Tu es très engagé, on en a parlé de tes différents mandats, à la Fédération française du bâtiment, où tu es vice-présidente, à CPME, où aussi tu es vice-présidente. D'ailleurs, tu es beaucoup vice-présidente. Je suis une madame vice. Au CESE, où tu es aussi... là, je suis conseillère. T'es conseillère. Je suis conseillère environnement et délégation du droit des femmes pour le groupe des entreprises. Ok. Voilà. Donc, tu es très engagée. C'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui? C'est ton entreprise ou c'est ton engagement? Alors, je vais dire les deux. T'as pas le droit de me dire ça, parce que sinon, faut que tu te choisisses. C'est quoi qui te rend le plus fier? Le plus fier, ça reste l'entreprise. Okay. Ça reste l'entreprise parce que tout part de l'entreprise. Okay. Les mandats, c'est venu après. Et puis, les mandats se sont nourris par l'entreprise. Par contre, ce qui, je pense, est quand même très important, c'est que le mandat, le temps que j'y passe, aujourd'hui, c'est quand même une grosse part de ma vie, nourrit aussi l'entreprise. Alors, nourrit pas, attention, hein, je détourne pas, il n'y a pas de marchés voilà, qui sont signés parce que absolument pas. Par contre, je rapporte des idées. Je rapporte justement parce que je vois comment les choses sont en train d'évoluer et donc je suis toujours un peu aujourd'hui dans un rôle de dire bon bah voilà, il y a sur tel sujet il faut qu'on avance là-dessus parce que ça va être un point de blocage qu'on va avoir d'ici quelques temps, donc rentons ce point-là, comme ça on va déjà continuer, et donc ça permet d'avoir une vigilance, d'être en alerte et surtout d'être toujours dans une dynamique. Moi, j'aime bien le système du vortex où, en fait, tu apportes une énergie positive. Et je pense que, et comme toi, tu as aussi des engagements, en fait, on se nourrit de notre expérience terrain et en même temps, ce que l'on a dans nos engagements permettent aussi de revenir. En fait, on est en permanence en train de faire une circularité et une boucle retour. Et qu'est-ce qui ça, c'est explique hyper important. C'est quoi ton combat? C'est quoi ta grande mission aujourd'hui, Catherine? Alors, elle est de deux points qui me semblent importants. C'est ne jamais oublier l'entreprise patrimoniale dans le discours que l'on peut avoir, les discours politiques que l'on peut entendre, le discours social, l'économie, les acteurs du territoire, ça reste les entreprises patrimoniales. 90% quand même de la structure, ce sont des PME. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et tu t'aperçois dans un milieu qui est quand même très technocrate qu'on oublie souvent la PME. On nous oublie, nous, souvent. Toi aussi, tu es une ETI, mais on t'oublie souvent. On vise tout le temps les grands groupes, c'est les grands groupes internationaux. On a toujours une image vraiment des grandes entreprises et on ne regarde pas comment ça se passe sur les territoires. Donc ton combat, c'est de dire, nous aussi on existe, on est là. Mais bien et on sûr, compte. Okay. Mais bien sûr. Premier et combat. souvent recadrer. Mais attendez. T'as un exemple concret où tu es obligé de recadrer en disant, en fait, les gars, on est là? Ah, mais tout le temps. Pas plus tard que ce matin, j'étais sur une formation sur le dialogue social. Très bien, moi j'adore le dialogue social. Mais le dialogue social en nous disant, oui, alors
il faut penser à rajouter des jours dans les CSE dédiés justement à l'environnement. Et puis, il faut imposer ceci, il faut imposer... Mais attention, dans une PME, le dialogue social, il doit se faire dans la PME et arrêter à chaque fois de mettre des instances qui vont finalement bloquer plutôt que de donner une dynamique. Okay. C'est pas qu'il faut pas en faire, attention, mais tu t'aperçois régulièrement qu'en fait, on oublie la PME. Et toute la conversation qui était ce matin, c'était, on n'était que dans des grands groupes, et on réfléchissait d'une façon grand groupe. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais attendez, n'oubliez pas la PME dans tout ça. Ayez un discours, ayez une communication qui soit aussi entendable par une PME. Là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va être trop compliqué pour une PME. Ce que tu me disais, on en discutait, la place des femmes dans l'entreprise, dans le BTP, etc. L'index, par exemple, voilà. homme-femme. Et tu me disais, en fait, en gros, toi, t'es parti au combat, on disait avec la ministre, c'est ça? Non, c'était pas la ministre. C'était une personne haut placée d'une organisation syndicale qui me disait non, mais il faut mettre des index hommes-femmes dans toutes les entreprises. Des index hommes-femmes, pour que tout le monde comprenne, c'est en gros dire qu'on a une obligation d'avoir tant de femmes que tant d'hommes dans une entreprise. Et puis après, tu étudies aussi les rémunérations et ainsi de suite. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est vrai que c'est pas possible qu'une femme gagne moins qu'un homme. Enfin... l'équité à postes égaux, je veux dire, il n'y a même pas de débat. D'ailleurs, je pense que les femmes devraient gagner plus que les hommes. Bon. Non, je rigole. Mais là, je lui ai dit, mais venez dans mon entreprise et on va le faire ensemble, l'index. Vous allez voir. Et c'est surtout que derrière, c'est qu'en fait, ça ne donnera rien. Déjà, on n'arrivera pas à faire cet équilibre, mais ça peut être valable. On parle du monde du bâtiment, mais on n'a qu'à aller dans un institut de beauté. T'auras pas beaucoup d'hommes, hein. On peut avoir ou le monde de la petite enfance. T'as pas beaucoup d'hommes non plus. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on baisse les bras là-dessus, Catherine. Comment on fait? Non, je pense qu'il faut pas baisser les bras. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est surtout ça, en fait, notre combat. C'est pas parce que oui, c'est bien de mettre des index quand c'est possible et quand t'es dans des structures où t'as peut-être que toi, c'est plus intéressant. Et encore, tu me disais que c'était pas si évident que ça. C'est dur. Quand tu as 1000, 1500 personnes, ou tu as un panel, en fait, il faut un panel. Une entreprise de 15 personnes n'est pas représentative d'un grand panel. Donc, regarde, quand on demande à nos... à faire des enquêtes, tu penses bien que le panel, il n'est pas fait sur 10 personnes. Je cherchais les noms là des grandes boîtes qui font des panels en France. C'est parfois des milliers de personnes qui s'interrogent. Donc voilà, c'est ça. Ce que tu dis par là, c'est que ça peut pas exister dans la vraie vie des entreprises. Mais c'est ça, qui sont dans notre territoire. Bien sûr. Et nous, tu vois, ce que l'on met vachement aussi en avant à la CPME, donnez-nous à tester. Faisons le test PME avant de mettre en place quelque chose pour voir si ça fonctionne. Alors ça, pour le coup, moi, je suis derrière toi. Hein. Catherine, ton engagement aujourd'hui en termes de tes mandats à la Fédération française du bâtiment, à la CPME, au CESE, ça fragilise pas ton entreprise? Quand t'es pas là-bas, quand t'es pas dans ton entreprise, est-ce que, globalement, c'est une question que je me posais, je me suis dit, putain... Alors, c'est un risque. Okay. C'est un risque, bien entendu, c'est un risque. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'ai une équipe formidable. Okay. Ça s'est fait progressivement. Tu prends pas les mandats comme ça, d'un coup, tu as 4 jours de mandat dans ta semaine. Donc, ça s'est fait progressivement. Il y a des mandats, par exemple, celui du CESE, c'est quelque chose que je leur ai demandé. Je leur ai posé la question. Est-ce que je prends ou je prends pas? C'est combien de jours par semaine aujourd'hui tes mandats? C'est en presque 4 jours. Ah ouais. Donc en fait, 3 à 4 jours. Tu passes plus de temps aujourd'hui pour ton engagement pour la filière que dans ta boîte. Oui, mais en même temps, alors les outils actuels me permettent aussi d'être connectée en permanence. Ok. Il n'y a pas une journée où je ne vais pas sur le compte en banque de l'entreprise. Il n'y a pas une journée où je me connecte pas sur ma boîte mail. Il n'y a pas une journée où j'ai pas mes collaborateurs les plus proches. C'est pas possible. Donc en fait, ça c'est quelque chose. Et puis je suis pas non plus très éloignée. Mais ça veut dire que tu as un nouveau métier quelque part. Oui. Ton métier, c'est un métier. Comment je peux le dire? Hybride.
t'es militante de la filière. Alors, on a parlé de ton premier combat qui était celui des PME, hein, des TPE et des PME. Ton deuxième combat aussi, c'est celui de la RSE, on va en parler. C'est celui de l'environnement, de la RSE, et surtout de créer cette transversalité. Parce que l'environnement, on ne peut pas le laisser simplement dans un tunnel, dans un tube environnement. Et alors, on peut plus utiliser le mot RSE, hein, responsabilité sociétale des entreprises. Comme ça couvre le spectre. Ça couvre le spectre, parce que à la fois, ça touche l'économie de l'entreprise, et à la fois, ça touche le social de l'entreprise. Ça touche aussi la technique, hein, nous, métier du bâtiment. Et donc, il y a vraiment, mon deuxième combat, c'est vraiment d'amener les sujets environnementaux vraiment sur tout le spectre de l'entreprise. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton combat par rapport à ça, c'est qu'en fait, il existe dans la réalité. C'est-à-dire que tu dis souvent, en fait, la RSE, elle est locale. C'est déjà juste de produire local, d'être implanté dans son territoire, de créer de l'emploi dans son territoire. C'est déjà de la RSE. Bien sûr. De faire attention à ce que tu consommes. Nous, par exemple, en menuiserie, on fait du lean production. Le lean production, c'est très simple, hein. C'est mettre en place de certaines règles de façon à faire attention à ce que tu consommes, diminuer les déchets. C'est tout organiser dans un atelier pour éviter justement tout ce qui peut traîner au sol, les pertes, les erreurs, et puis surtout, la qualité de vie. La qualité de vie des collaborateurs, c'est quand même hyper important. Ouais, Bien, justement, c'est peut-être aussi des leviers, tu vois, sur lesquels je pense qu'on n'axe peut-être pas assez quand on parlait tout à l'heure d'attractivité des métiers. Est-ce que le problème, il vient pas aussi, tu vois, je me posais la question, la RSE dans le bâtiment, est-ce que déjà c'est quelque chose de sérieux? Tu vas pas me dire non, hein. Est-ce que pour de vrai, c'est quelque chose de sérieux? Et en fait, il y a tellement de choses qui sont de l'ordre un peu du fake, tu vois, qui sont pas vraies, qui sont un peu du greenwashing, etc. Est-ce que c'est pas ça qui nous fait du mal en vrai, et que ceux qui s'y engagent pour de vrai, pour le coup, en fait, ils sont pas assez mis en avant, et qu'on essaie de trop... Je sais pas, hein, tu vois, je m'interroge par rapport à ça. Parce que toi, avec la fenêtrière, tu t'es engagé dans des combats qui sont extrêmement exigeants. L'origine France garantie, c'est-à-dire que tes fenêtres aujourd'hui, elles sont produites 95%, tout vient de France. Et tu fabriques tes fenêtres à Champigny-sur-Marne. D'Allemagne. Ouais, bien sûr. Je veux dire, tu fabriques tes fenêtres à Champigny-sur-Marne. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça assez incroyable. C'est une production française. Versus produire à l'étranger, etc. Tu pourrais faire comme tous les autres et gagner certainement peut-être plus d'argent, tu vois, en essayant de composer tes fenêtres avec peut-être des produits qui sont moins chers, etc. Bien sûr. Tu sais qu'il y a des cadres qui arrivent déjà soudés et on met juste la quincaillerie en France. Et on dit que c'est produit en France. Ouais. T'as ça aussi dans plein d'autres domaines, hein. Dans la transformation de produits, dans le textile, dans plein d'autres domaines. Après, est-ce qu'il faut toujours une course à l'argent? On part dans un... un autre... Non, mais... Enfin, oui, bien sûr qu'il faut de l'argent. Je suis pas dans un monde des bisounours, bien entendu. Mais je pense qu'il faut de l'argent suffisamment pour faire vivre ton entreprise correctement, créer de la valeur pour tes collaborateurs et pour l'entreprise et tes actionnaires. Également, entamer ta transition écologique parce que ça a un coût. Quand les gens me disent « bah non, désolé, ça a quand même un coût ». Et il faut arrêter de parler des subventions. On sait très bien qu'on en aura de moins en moins. En tout cas, dans le monde dans lequel on est parti. Si on arrive à refaire un peu moins de dettes et qu'on arrive à être en positif, peut-être qu'on pourra repenser les choses. Et mon point... et puis, financer aussi l'innovation, hein, d'une manière générale. Une fois que tu as fait tout ça, tu sais, c'est comme... toujours gagner plus, en même temps, tu vas pas plus t'habiller, tu vas pas plus manger, tu vas avoir des problèmes de santé. Il y a un moment, je pense qu'il faut être juste. Alors, tout dépend, tu vas me dire à quel niveau tu mets ton... Mais tu vois, je mets les pieds un peu dans le plat, tu vois. Des fois, je suis un peu provoque, tu me connais. C'est une forme de sobriété, tu vois. Tu vois, je me dis, en fait, est-ce que vraiment les sujets RSE, en tout cas dans le bâtiment, est-ce que c'est pas fait pour ceux qui ont un bon service marketing, tu vois, c'est ce que c'est pas fait justement pour les grands groupes
Euh, euh, Est-ce que vraiment, en fait, au quotidien, on peut faire de la RSE? En plus, tout le monde est en fait, c'est une course aujourd'hui à celui qui a la bonne certification. Oui. Tu vois? Oui, mais le ça, bon label. Je veux dire, ok, très bien les labels, mais les labels, c'est structurant. Quand tu commences à t'engager, c'est très bien. D'ailleurs, félicitations. On peut le dire ou on peut pas le dire? Ouais, on peut le dire. En tout cas, nous, on a choisi celui qu'on a considéré le plus exigeant, qui est déjà Tout à Lucie. fait, bah bravo. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, on a le label Bicorp. Je pense qu'on est le premier groupe je pense. européen, en tout cas des métiers de la construction, à avoir. Bravo, bravo à toi et ton équipe, parce que je sais que c'est un gros travail d'être Bicorp. Mais en dehors des labels, on va prendre un chantier. C'est quand même intéressant de travailler sur... regarde tout ce qu'on jette sur un chantier. On jette énormément de matière qui pourrait être encore utilisée. On n'est absolument pas économe. On a été là dans les 30 dernières années à consommer. Nous, on en a même, tiens, on a fait notre Diag Éco-Conception avec la BPI. Dans nos actions, on a même eu l'idée de récupérer tout ce qui est quincaillerie non utilisée sur les chantiers. Okay. Tous les accessoires de pose. Mais si tu savais tout ce qui est jeté, les cartouches de silicone, les compribandes, les vis, les pâtes de scellement, tout ça une fois que le chantier... Mais bien sûr. Or qu'en fait, il suffit quand même d'avoir... revenir, je pense, à ce que faisaient nos grands-parents, d'avoir un mode de consommation. Quand t'as moins, tu fais pas. Enfin, je pense qu'il faut, quand on parle de sobriété, moi, j'aimais absolument pas ce mot sobriété. Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais que, en fait, la RSE, c'est déjà... Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est forcément un truc de grand groupe. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, et que c'est de monde très exigeant. Déjà, moi, je peux en parler. Dans mon groupe, aujourd'hui, on a une vingtaine de dirigeants, de défendre le fait de dire... qu'on va avoir un projet pour déjà nos équipes, les faire progresser, avoir de la diversité dans nos équipes, que ce soit des femmes, des hommes, et puis d'un peu plus de couleur dans nos équipes, etc. Et aussi de dire qu'en fait, on va essayer d'avoir un impact positif dans la façon dont on exécute nos travaux pour l'ensemble des sujets de nos déchets. Déjà, en fait, même en interne, c'était hyper dur, en fait. Mais c'était RSE, ça. Oui, je sais. Mais c'était compliqué d'expliquer à chacun de mes dirigeants qu'en vrai, il fallait qu'on se dirige vers ça parce qu'on avait une responsabilité quand on est un groupe. Et je trouve qu'on a encore plus de responsabilité quand on est un peu la référence de son secteur, parce que pour le coup, on doit montrer l'exemple par rapport à ça. Mais en vrai, franchement, ça n'a pas été perçu comme une opportunité de business ou en tout cas d'amélioration là-dessus. Ça a été perçu pour la majorité des gens comme une contrainte. Ben oui, mais là, ce dont je te parle, une gestion des matériaux qui entrent sur un chantier. Déjà, tu diminues la consommation. Ça veut dire que tu vas aussi augmenter ta marge. Enfin, forcément, ça va te coûter moins cher. Tu vas réutiliser sur un autre chantier. Enfin, tu vas faire attention à la gestion de ta matière. Ensuite, ton chantier va être mieux organisé. Un chantier mieux organisé, tu gagnes du temps. C'est sûr. Nous, c'est comme en atelier. Un atelier où il y a du bordel, ils perdent du temps. Donc, en fait, tu optimises les temps. Optimiser des temps, tu sais très bien que c'est un gain derrière de production. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, la satisfaction du client. Un client satisfait, c'est 2-3 autres clients que tu vas avoir dans la foulée. Donc, économiquement, je vois pas où est-ce qu'on perd de l'argent. Pour moi, on gagne de l'argent. En fait, peut-être que tu fais... parce que entre un chiffre d'affaires, ce qui est important, c'est le résultat. Donc, en tout cas, tu optimises ton résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter cette course au chiffre d'affaires. Par contre, il faut améliorer ça. Ce qui est important, c'est notre résultat. Parce que ce résultat, c'est ce qui permet justement d'investir. C'est ce qui permet aussi de faire le partage de la valeur. Et c'est ce qui permet aussi de récompenser les actionnaires. Parce que il faut pas oublier quand même les actionnaires. C'est aussi, ça fait partie de l'entreprise parce que c'est eux qui prennent le risque. Moi, tu vois, il y a aussi dans les combats que l'on peut mener, moi au contraire, le partage, je suis d'accord, mais vous prenez le risque avec. Qui est-ce qui prend le risque aujourd'hui? Ça reste quand même le chef d'entreprise. Donc, ce que tu dis sur la RSE, si je te suis, en fait, la RSE, c'est aujourd'hui un investissement qui permet d'améliorer sa marge.
Mais bien sûr. Et pourquoi mais on ne bien communique sûr. pas plus autour de ça plutôt que d'imaginer que ça va sauver, et j'ai aucun problème avec ça, hein, les grenouilles de tel coin de la L'un n'empêche Bourgogne. pas l'autre. Tu vas Ouais. aller sauver les grenouilles, mais en même temps, tu vas aussi améliorer la qualité, ton EBE. Hein, c'est quand même quelque chose qui est hyper factuel dans le monde de l'entreprise. Tu améliores ton EBE. Hmm. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et puis, ça ne s'arrête pas juste non plus à ça. Il y a un point, et je sais qu'il te tient à cœur, l'inclusion. L'inclusion, alors que l'inclusion des femmes, mais aussi l'inclusion des hommes et des femmes qui arrivent dans notre pays. Moi, je suis hyper contente d'avoir des gens qui sont issus de l'immigration dans mon entreprise. Parce que, tiens, justement, ils n'ont pas forcément, il faut bien... Tiens, fresque du climat, que je fais faire aux collaborateurs. On va dire que ils étaient là, oui, oh bah les risques finaux, hein, qui sont les conflits, la sécheresse, tout ce qui est des problèmes alimentaires, les pénuries, les maladies, hein, les pandémies. Ils étaient ah oui, oh bah ça, on voit ça ailleurs. Bah il y en a un, il dit mais moi, pourquoi je suis partie de mon pays d'après vous? Bah oui, parce qu'il l'a vécu. Tu crois que ça les amuse de partir à 15 ou 16 ans de leur pays? Non, ça les amuse pas. Et quand ils arrivent en France, alors c'est vrai qu'ils peuvent avoir parfois des rythmes ou une culture différente, mais c'est aussi ce qui fait la diversité, c'est ce qui aussi est très chouette. Et là, c'était très intéressant de voir ce dialogue qui opérait entre les collaborateurs, entre le bon petit Français qui voyait pas du tout quel était le problème, et celui qui avait traversé l'Afrique pour dire, mais attendez, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est de la RSE, Catherine. Ça. C'est une leçon de vie. Mais bien sûr. Et tu vois. Et c'est une richesse dans une entreprise. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'intègre parfaitement. Et au contraire, c'est quelqu'un même qui montre l'exemple. Tiens, la consommation d'eau. L'eau va devenir, c'est l'or bleu de demain dans notre monde. Tu sais qu'on commence déjà à parler de villes qui vont être inhabitables. Tu vois, là, je sors d'un board avec l'ensemble de mes dirigeants. Et en fait, mon projet, souvent dans les boards, c'est effectivement qu'on ait des choses qui soient immédiatement activables et qu'en fait, on s'ouvre sur ces sujets-là dont tu viens de parler. Je trouve que c'est important de rappeler que la RSE aussi, c'est ça, c'est d'inclure des gens qui sont de la diversité. Donc, le soir, c'était jeudi dernier, on allait voir un spectacle qui s'appelle Passport. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir. Génial. Ah, mais magnifique. Ah, tu connais? Ah, mais oui, bien sûr. De Michalik. Super. Ouais, de Michalik. Enfin, je dis bien sûr, non, c'est pas bien sûr, mais oui, je connais, je suis allée le voir, il est fabuleux. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié forcément au départ au business? Non, pas du tout. Est-ce que c'est par contre une vraie réflexion sur notre société? Tiens, tu me donnes envie d'y retourner. En tout cas, moi, j'y suis allé avec tous mes dirigeants. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est de dire, en fait, la diversité, elle est positive pour nos entreprises. Mais bien sûr. Et cette histoire, elle est complètement incroyable d'un Érythréen, en fait, qui va traverser un nombre de pays incalculable avant d'arriver en Europe, et à quel point c'est dur, à quel point c'est compliqué, à quel point c'est pas choisi, tu vois. Et que je pense que si on fait exister pour de vrai dans nos entreprises et qu'on donne la possibilité de voir ce qui se passe et que en fait la RSE c'est pas uniquement de trier ses papiers ou d'avoir des gourdes réutilisables et que c'est d'inclure des gens qui viennent ou de planter des arbres. Exactement. Et je trouve que c'est important de ce discours, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, c'est comment tu résumes la RSE pour une entreprise pour que tout le monde s'y mette, tu vois, pour que ce soit vraiment une responsabilité et que tout le monde se dise que ça soit possible. Comment on fait pour que ça soit plus facilement? En fait, je pense que déjà, le terme n'est pas très bon, en fait. Hein. Tout de suite, ça fait peur. Voilà. Hein, voilà. Je pense que c'est tout de suite la difficulté. Responsabilité sociétale des entreprises. Ouais, et puis la responsabilité, tu vois, ça fait encore un poids supplémentaire. Je suis responsable déjà de beaucoup de choses. C'est-à-dire que je vais être encore responsable d'autres choses. Et voilà, et puis le sociétal, voilà, mais ça, c'est compliqué. Puis, enfin, voilà. Donc, je pense que il faut peut-être un peu souffler sur ça et regarder déjà, comme je te disais, on a tous en nous quelque chose de RSE, quoi, voilà. Alors, je reviens, on a tous en tout cas quelque chose de responsable ou quelque chose en tout cas qui fait participer, qui contribue. Voilà, on est dans la contribution d'eux et cette contribution, qu'elle soit inclusive, parce que l'inclusif... c'est effectivement accueillir des personnes issues de l'immigration,
mais c'est aussi inclusif d'accueillir des hommes ou des femmes, ça dépend des milieux. C'est inclusif aussi d'accueillir des gens en situation de handicap. Nous, c'est notre cas. Moi, j'ai un salarié qui est sourd et donc nous avons appris la langue des signes. Bon, ça, c'est une autre forme d'inclusion. Donc, en fait, à travers tout ça, il y en a d'autres qui vont être à fond sur l'apprentissage. Parce qu'ils vont... ça va être leur truc. C'est de l'inclusion d'avoir des apprentis. Enfin, je veux dire, ça fait partie, justement, de cet engagement. Donc, en fait, tu t'aperçois que l'entreprise est, en fait, la maison de l'engagement, je pense. Tu vois, il y a... Je sais pas, j'essaie de le construire en même temps avec toi. Je comprends complètement ce que tu veux dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est la maison de l'engagement. Et c'est la maison du faire ensemble. Et peut-être, tu vois, le faire ensemble, ça embarquerait peut-être plus, ça serait quelque chose de plus collaboratif que justement ce terme de RSE, CSRD, C3, enfin, tu vois, tous ces termes... Très techniques, en fait. Très techniques. Et un dirigeant finalement, tu te dis, c'est le marketing, exactement. La com, alors c'est pour ça que c'est un autre... Tu dis qu'en fait, c'est pas pour moi, quand tu as une PME ou une TPE ou même une entreprise du bâtiment... Quand tu es dirigeant, en fait, tu dis, tous ces termes, je les comprends pas. Oui. Déjà, en plus de ça paraît fatigant. J'ai déjà, dans mon quotidien, il faut que je gère ma boîte, les normes qu'on est en train de me rajouter. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé fiscalement. C'est très difficile. On me demande de faire encore plus, de contribuer, etc. Faut que je gagne un peu d'argent et tout ça. Franchement, tu vois, moi, je vois, il y a une espèce d'usure. Il y a encore un terme qui est très utilisé, tu sais, c'est la séquence ERC. Alors, pareil, on se dit, c'est quoi? C'est éviter, réduire et compenser. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà éviter. Éviter, c'est déjà important. Si tu n'arrives pas à éviter, c'est pas mal de réduire ta consommation. Et si vraiment tout ça, tu n'y arrives pas, tu peux compenser. Mais le compenser, c'est la dernière... c'est le dernier mécanisme. Ouais. Or qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la séquence ERC? Tout le monde a pris le compenser parce que c'est dit, super, pour 1 euro, hop, allez, je vais planter un arbre et moi je prends l'avion. Je suis pas contre l'avion, je suis pas contre manger de la viande. Je prends toujours l'avion, je mange de la viande, enfin voilà. Mais je pense qu'il faut le faire d'une façon raisonnable. C'est le scandale du carbone. C'est qu'en fait, c'est exactement ça. On s'en a dit aux entreprises. Il y a des très bonnes émissions d'ailleurs. Exactement. À ce sujet. Donc c'est le scandale en disant vous allez compenser, on va vous racheter votre carbone et vous allez le compenser, etc. Mais ça, c'est de la foutaise. En fait, à chaque fois qu'on met en place certaines actions, tu aperçois il y a toujours des dérives. Tu as toujours des gens qui sont là pour frauder, tu as des gens qui sont là pour détourner et en faire un business qui est vraiment pas vertueux. Mais je pense que, tu vois, pour embarquer peut-être plus, il serait sûrement intéressant de rebaptiser, tu vois, les choses. Et en fait, c'est le savoir-faire ensemble. Et je pense que l'entreprise, c'est la maison du savoir-faire ensemble. Et l'entreprise patrimoniale, la PME, le TI comme toi, parce que tu es proche des hommes et des femmes qui composent ton entreprise, tes entreprises, eh bien, c'est le savoir-faire ensemble. Et d'ailleurs, si tu les as emmenés voir Passeport, c'est pas pour rien. Si tu as réalisé ce beau livre sur les cordices de Notre-Dame, c'est pas pour rien non plus. Si tu fais aujourd'hui ces échanges qui sont hyper intéressant, c'est pas pour rien non plus. Et en fait, c'est savoir-faire ensemble. Et tu embarques tout le monde. En fait, la difficulté que l'on a aujourd'hui, il faut pas laisser de côté les gens qui vont avoir un peu plus de difficultés. Parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur aux chefs d'entreprise. Ça peut faire peur aux collaborateurs. Je t'invite d'ailleurs à regarder un documentaire qui s'appelle Les Éclaireurs. Okay. Il est super. Et il explique bien aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes et la situation dans laquelle nous devons être demain, c'est-à-dire d'avoir une économie qui soit mixte, qui soit durable. Moi, quand on parle de décroissance, non. Si, on peut faire une décroissance, bien entendu, sur la matière que l'on utilise, sur l'énergie que l'on utilise, sur nos modes de consommation, ça, 1000 fois d'accord. Mais désolé, une entreprise, elle peut pas réellement décroître si en même temps, elle veut se transformer et si elle veut aller justement vers quelque chose de plus vertueux en amenant ses collaborateurs dans le projet. C'est pas possible à la fin. Il faut quand même qu'on ait un résultat qui soit positif de façon à avoir justement les engagements que l'on veut avoir.
Du coup, j'en ai perdu le fil. Non, je trouvais que c'était intéressant ce que tu racontais sur la décroissance, Ouais. parce qu'on imagine toujours que si on veut être responsable, il faut arrêter de se développer et de croître. Mais il faut continuer à se développer. Par contre, il faut se développer d'une façon qui soit, il faut faire quelque chose, c'est faire moins, mais faire mieux. Voilà. Donc, utiliser moins de matière, mais par contre, faire mieux. Et d'ailleurs, tu vois, c'est dans cette politique de gouvernance que j'ai décidé de dire, eh ben, nous, il faut qu'on fasse du beau, de l'utile, du durable. Et nos fenêtres, elles doivent durer plus longtemps. Il doit y avoir une durée de vie. Parce que je pourrais te dire, plus je réduis la durée de vie de la fenêtre et plus je vais en fabriquer. Non, ça, il faut arrêter d'avoir ce système de volume. C'est vrai que quand j'entends des Chines et des Temu qui importent massivement plein de saloperies, il faut arrêter. T'as pas besoin d'avoir 15 pulls, t'as pas besoin d'avoir 50 pantalons, t'as pas besoin de... Voilà, je crois qu'il faut savoir utiliser les choses. Il faut pas tomber dans l'extrême, mais il faut savoir utiliser ce dont tu as besoin et d'une façon raisonnable. Et le monde de l'entreprise doit arriver à avoir ce côté raisonnable, mais ce côté raisonnable pour en même temps en faire profiter à tous. Donc il faut quand même de la rentabilité derrière. Et c'est quand même ça reste le but d'une entreprise. On n'est pas une œuvre philanthropique. Je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir des gens comme toi, en tout cas, qui défendent notre filière. Tu le fais avec beaucoup de cœur. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai quelques questions pour terminer notre interview. Je me posais la question de savoir si demain, tu avais le Premier ministre à ma place, ou le président, ou le futur président de la République. Si tu avais 2 minutes, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais la même chose que ce que je viens de te dire. Non, alors nous, ça a duré plus longtemps que 2 minutes. Faites confiance aux entreprises. Je pense que c'est aussi le problème. Aujourd'hui, nous avons des politiques qui sont beaucoup trop déconnectées du quotidien. Tu te rends compte qu'on en est arrivé à leur demander quel est le prix d'un pain au chocolat, quel est le prix d'une baguette, et ils ne savent même pas te répondre. Donc, en fait, je pense qu'ils ne... Alors, pas tous, hein, il ne faut pas exagérer non plus, voilà. Mais quand tu regardes quand même les CV de beaucoup de dirigeants politiques, ils sont pas souvent passés par le monde de l'entreprise et encore moins par le monde de la PME. Et ça, alors attention, hein, ils ont d'autres qualités que je n'aurais sûrement absolument pas, parce que être président, c'est un métier, hein, c'est pas ça s'improvise pas comme ça à la dernière minute. Par contre, une chose, et là je pense qu'ils ne savent pas assez nous poser la question, c'est qu'ils reviennent pas assez vers nous. Mais tu lui dirais quoi ? C'est quoi ? Allez, 2 phrases à lui partager. Faites confiance, c'est ce que tu as dit. Faites confiance, écoutez-nous, donnez-nous des sujets et nous, on les teste pour vous. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai dit test PME, mais c'est test PME, test TI, enfin. Oui, bien sûr. Faites-nous tester les choses. Et puis, je pense qu'on est des laboratoires à ciel ouvert, quoi. Enfin, c'est quand même hyper intéressant, le monde de l'entreprise, dans l'innovation, dans la création, dans l'accompagnement des collaborateurs. T'as tellement de choses. Et donner de la valeur au travail. Donner de la valeur au travail, mais pas... Il y a de la valeur marchande, financière, mais aussi de la valeur de la noblesse au travail. Je termine toujours mes interviews de la même manière, Catherine. Je pose toujours la question, si tu devais nous partager une compétence que tu as identifiée ou que tu as développée chez toi pour ton engagement, pour ta boîte, etc. En fait, en gros, c'est quoi ton super pouvoir et c'est quoi le super pouvoir qu'il faut développer quand on veut faire progresser sa boîte, quand on veut faire partager ses convictions aussi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est quoi qu'il faut travailler? Alors écoute, je pense que je l'avais pas spécialement conscientisé. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est lors d'un discours que j'ai eu à ma remise de ma Légion d'honneur. Je peux le citer, hein, François Asselin a dit à la fin, t'as un talent, c'est de savoir rassembler les hommes et les femmes. Et je pense qu'effectivement, il faut savoir être médiateur, il faut savoir écouter, mais en même temps, il faut savoir aussi exprimer ce qu'on a à dire. Et donc, ce côté, on va dire, de facilitateur. Mais pour être facilitateur, il faut aussi comprendre
ce que l'autre vit. Et ça, tu vois, c'est une leçon que tu apprends, en tout cas où c'est un apprentissage vraiment que l'on a au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. On est la société civile, les corps intermédiaires. C'est pas toujours facile. Et on nous dit souvent, c'est la maison du dissensus pour obtenir un consensus. C'est pas qu'il faut absolument obtenir un consensus, mais si on veut avancer ensemble, et c'est le principe de la société avec un grand S, ça devrait être le principe de la politique avec un grand P, et pas la politique partisane. Et c'est vraiment d'avancer ensemble. C'est ça l'objectif d'une société. Et en fait, elle vrille quand chacun commence à tirer à soi ce qu'il a envie de récupérer. Or que la société doit avancer ensemble, et je pense que la société civile a tout à fait la richesse de ça. Et donc, je dirais, faciliter, être facilitatrice. Merci, Peut-être Catherine. une femme aussi. Ouais, c'est Être aussi une femme, ça m'a jamais posé problème. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec Catherine. Si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le à 2 personnes autour de vous. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie. À très bientôt dans Build.